Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Aujourd'hui, un phénomène en pleine expansion, les bilans de santé personnalisés, microbiote, fertilité, intolérance alimentaire, longévité. Des tests de plus en plus nombreux sont proposés, parfois sans ordonnance, directement en laboratoire ou en ligne. Alors répondent-ils à une vraie révolution de la prévention ou à un effet de mode largement porté par le marketing ? Ces bilans promettent de mieux se connaître, de prévenir les maladies, voire d'optimiser sa santé avant même d'être malade. Mais sont-ils réellement utiles, scientifiquement validés et surtout bien interprétés ? Pour en débattre, Santé Future reçoit le docteur Agnès Barraud, médecin biologiste chez Synlab. Le docteur William Bérébi est également sur ce plateau, gastro-entérologue, expert en microbiote intestinal, auteur du livre « Vivez 100 ans grâce à votre microbiote » aux éditions HarperCollins. Et avec nous par visio, le professeur Robert Benamouzi, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Dans le scan, Hervé s'intéresse à un autre levier de prévention, la communication. Les campagnes de santé publique sont-elles vraiment efficaces ? Le docteur Bonneau nous donne son avis. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour à tous les trois, bienvenue, merci d'avoir répondu présent. Merci à vous. Je le disais en introduction, on voit fleurir partout des bilans, microbiote, fatigue, fertilité, longévité. Agnès Barraud, concrètement, quand on parle de bilan de prévention, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, bonjour. En fait, bilan de prévention, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça peut être des bilans qui sont prescrits par son médecin et du coup dans un dépistage organisé. En quoi est-ce que ça diffère en fait d'une prise de sang classique ? Alors, il n'y a pas tellement de différence d'une prise de sang classique. Ça peut être dans le suivi. C'est d'ailleurs dans les laboratoires, c'est souvent le cas. En fait, c'est suivant la prescription de son médecin traitant ou de son médecin spécialiste. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui ont envie de prendre en charge leur santé par eux-mêmes. Et du coup, on peut avoir soit les mêmes bilans en fait, où les gens viennent spontanément, soit on a des bilans plus adaptés, personnalisés aussi avec la biologie qui est beaucoup développée. Donc on a des bilans de prévention, par exemple de biologie fonctionnelle, qui sont de plus en plus demandés. Professeur, ces offres donc répondent à une frustration des patients quelque part. Est-ce que vous voyez arriver ce type de patients en consultation ? Bien sûr. Donc moi j'ai créé la médecine microbiotique, donc j'ai des patients qui viennent du monde entier effectivement pour cela. Et effectivement, il y a un tas de tests qui sont complètement de la supercherie pure et simple et de la publicité mensongère. Notamment les tests dits d'intolérance alimentaire, IgG, qui sont hyper répandus. Les patients le font malheureusement par eux-mêmes assez souvent. Et en fait, ces tests ne veulent absolument rien dire. Ils sont d'ailleurs déconseillés par la Haute Autorité de Santé. Pourquoi ils consistent en quoi Parce que ces tests consistent à doser des IgG, donc des anticorps de type IgG, contre un panel d'aliments, de dizaines d'aliments. En réalité, quand vous avez une positivité, en l'occurrence il y en a des dizaines et des dizaines, ça veut juste dire que vous avez mangé ces aliments dans votre vie. Puisqu'en fait, quand on vient au monde, on va commencer au fur et à mesure à diversifier son alimentation, et à chaque fois que vous allez faire rentrer un aliment nouveau, le corps va l'identifier comme un étranger, et on va avoir des anticorps. Donc en fait, ça ne veut absolument rien dire, et ça conduit à des erreurs diagnostiques, à des errances, à des carences nutritionnelles et un déséquilibre du microbiote. Donc ça, c'est une véritable supercherie, en fait. Oui, pour ce qui est de ces tests-là. Moi, en fait, dans tout le panel des tests qui existent, en fait, nous, dans les laboratoires où on est formé, tout ça, là, on parle c'est des tests de biologie fonctionnelle, mais du coup, nous, on est médecins ou pharmaciens, on est formés dessus et on conseille les gens de faire tel ou tel. C'est pas du tout comme il y a certains laboratoires qui sont à distance et qui, dans d'autres pays ou en France, mais qui font ça sans nous, justement, on va conseiller sur des tests qui sont basés sur des publications ou des références qui sont recommandées. Donc vous ne vendez pas les tests d'intolérance alimentaire ? On peut les faire, peut les faire bien sûr, mais on conseillera. En aucun cas, vous ne le recommandez. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on conseillera peut-être pas, pardon. Vous dites que vous les vendez. Pour moi, les choses sont claires. Ces tests-là devraient être interdits, puisque tout le monde sait, et c'est publié partout, qu'ils servent strictement à rien. Donc en fait, les labos, soit ils ont l'honnêteté intellectuelle de dire ça sert à rien, j'arrête de les vendre, et malheureusement c'est pas le cas, puisqu'on voit plein de patients arriver avec ces tests.
Donc, si vous voulez, ça, c'est absolument pas normal. On est en France, donc c'est pas interdit, donc ils peuvent le faire. On leur a pas interdit, ce qui est une anomalie, mais la Haute Autorité de Santé le déconseille, toutes les sociétés savantes de la En fait, faire. ce qu'il y a, c'est que en fait, on le fait pas. Enfin, ce qu'il y a, c'est que les patients, en fait, ils sont suivis par différents professionnels de santé et pas que des gastro-entérologues. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une demande s'ils le feront pas chez nous, mais nous, on va plutôt les inciter. On va pas les inciter fortement à faire ces tests-là. On a plutôt d'autres tests qui sont. Ne les vendez plus alors. Mais en fait, le problème, c'est en fait, ils vont les faire quand même. En fait, les gens, certains veulent absolument ces tests-là. Et alors, nous, si on doit les faire, on va les inciter à en faire vraiment un minimum. On ne va pas tester toutes les IgG parce que vraiment, on sait que ça sert à... Okay, et puis, voilà. le professeur Benamouzik aussi également. Bien sûr, ils ne sont pas invités à le faire. On les incite à le faire dans des circuits que vous connaissez peut-être, avec des prescripteurs qui prescrivent. Alors, soit ils ne savent pas, soit c'est une autre raison, et les labos qui les vendent. En réalité, moi, si j'ai un labo, je sais que c'est déconseillé par toutes les sociétés savantes. Je ne vends pas un test aux patients qui ne veut rien dire. Nous, on va plutôt les inciter, si on nous demande à faire des choses qui sont peut-être plus prouvées et aussi moins onéreuses. On n'est pas forcément d'avoir des panels très chers. Mais ils ont quand même la possibilité de le faire. Mais ils ont la possibilité de le faire parce que, en fait... c'est bien le problème. Professeur Benamouzik, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que vous partagez la position du docteur Bérébi? Alors, non seulement je la partage, mais je vais être beaucoup plus doux, mais encore plus violent dans le fond. C'est qu'on a en réalité deux types de tests. Il y a les tests qui existent, qui sont d'ailleurs en général trop prescrits par rapport à leur usage vrai. On estime, je vous rappelle, qu'il y a environ 30% des choses qui ne sont pas réellement utiles qu'on fait tous les jours. Et puis, il y a des choses qui sont reconnues comme non utiles parce qu'on les a déjà utilisées. Et là, l'interdiction devrait être totale. Ou des choses qui sont nouvelles. Et alors, je vais centrer mon propos là-dessus. Parce que pour les tests nouveaux, on pourrait se dire, finalement, les autorités de santé, la communauté scientifique ne les a pas adoptés largement, ils ne sont pas encore adoubés complètement, mais moi, qui suis plus malin, je vais profiter de l'avancée de la science. Ce n'est pas complètement faux comme raisonnement, mais ça ne s'applique certainement pas au cas déjà qu'on vient de voir, parce que ça c'est un test qui est plus qu'ancien, et je confirme complètement qu'il n'a aucune utilité clinique. Sa seule utilité est de rapporter un peu d'argent aux personnes qui les pratiquent. Même beaucoup. Et à prendre de l'argent dans la poche des gens qui sont assez naïfs pour croire que ça pourrait régler leurs problèmes. Voilà, donc ça, le côté business, c'est un vrai business, mais un mauvais business. C'est comme le vendeur de potions magiques de Lucky Luke qui se mettait sur son chariot dans le Far West et qui vendait le traitement miracle, la fontaine de Jouvence. Donc ça, il faut effectivement non seulement ne pas encourager, mais j'allais dire interdire. Et en tout cas, c'est très bien que ce ne soit pas remboursé. Après, s'il y a des naïfs, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est qu'il y a des gens moins naïfs qui profitent des naïfs. Pour ce qui est des tests vraiment nouveaux, qui ne sont pas encore validés et pas encore remboursés, là, je dirais que c'est une histoire de prudence. La prudence, c'est d'attendre que ce soit complètement validé. Et après, bien sûr, pour certains de ces tests, ils seront validés, mais ils seront validés et utilisés dans des circonstances qui seront définies en leur temps. C'est-à-dire que malheureusement, et je sais quand on n'est pas bien, quand on est malade, on aimerait avoir la solution tout de suite, c'est très, très normal. Mais en même temps, si on se place au niveau du groupe, de la collectivité, de la société, ce serait une mauvaise politique, une politique non prudente de se lancer comme ça à tout va. Voilà, donc, je suis désolé parce que j'ai un peu élargi le débat, mais donc je confirme l'inintérêt total de ces tests IgG pour les intolérances alimentaires, et donc que toutes les personnes qui auraient envie de le faire aujourd'hui, qui nous écouteraient, fassent un don pour la science ou pour une bonne cause qui leur plaît, ça sera déjà beaucoup plus utile. Le microbiote est devenu un mot-clé. Parfois, à juste titre. Un argument commercial, parfois aussi. On parle de cartographie du microbiote, vendue parfois plusieurs centaines d'euros. Sorte de photo instantanée de l'écosystème microbien intestinal, si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ces analyses permettent vraiment d'agir sur la santé ? Pas du tout. Ces tests n'ont absolument aucun intérêt pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire ce qu'est un microbiote intestinal français normal.
Pour déterminer ce qu'il est, on est en train de faire un travail avec l'INRAE qui s'appelle le French Gut, vous avez sans doute entendu parler. On recueille les selles de 100 000 Français, on est à 38 000. Et avec ces selles, on va pouvoir déterminer ce qu'est un microbiote intestinal français et donc, à partir de là, développer un test qui, lui, sera fiable. Quand la glycémie, on l'a déterminée à 1,26 g par litre pour le diabète, on a étudié des centaines de milliers de personnes diabétiques pour déterminer ce seuil. Là, c'est exactement pareil, en fait. Il faut d'abord définir la normalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Est-ce que vous avez entendu parler de l'étude d'Ely ? Non, pas du tout. Je ne suis pas spécialisée de microbiote. Alors, l'étude d'Ely, c'est un grand travail qui a porté sur 114 sociétés, start-up ou laboratoires qui commercialisent des tests du microbiome intestinal. Et on s'est aperçu que dans 38% des cas, presque un cas sur deux, les laboratoires n'utilisaient pas les réactifs adaptés. Que dans 25% des cas, ils ne connaissaient pas les biomarqueurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ces tests n'ont aucun intérêt, comme le disait Robert tout à l'heure, à part enrichir les laboratoires qui les vendent. Il faut attendre d'avoir des datas, c'est-à-dire d'avoir la cartographie française du microbiote, et ça c'est le French Gut et l'INRAE, et là on pourra avoir un... C'est-à-dire que collecter ces données finalement, pourquoi faire dans la mesure où on ne peut pas les interpréter vraiment Aujourd'hui, les tests ne sont pas standardisés, c'est-à-dire que vous demain, vous montez une boîte d'analyse du microbiote fécal, et puis vous recueillez les selles et vous rendez des résultats. C'est-à-dire qu'on projette encore trop de choses sur des outils trop immatures. Il faut valider les outils si vous voulez. Le microbiote intestinal c'est une révolution, les probiotiques c'est hyper important, etc. Mais l'étude individuelle aujourd'hui du microbiote intestinal telle qu'elle est vendue n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose et après je donnerai la parole? Non, pas du tout sur le microbiote. Je laisse totalement faire. Je ne suis pas du tout une spécialiste du microbiote. Professeur Benamouzi, vous partagez cet avis sur le microbiote? Alors, oui, non seulement je partage cet avis, mais on a lancé effectivement cette étude, et je remercie mon collègue de l'avoir cité, du French Gut avec le groupe INRA, dont j'en suis... Je suis honoré d'en être l'investigateur principal, et donc dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas de normes. Comment vous voulez voir ce qui est anormal quand on n'a déjà pas de normes? Donc ça, c'est la base, ça vient d'être dit, et je souligne. Deuxièmement, effectivement, très important, on pourrait travailler correctement et faire un bon test. Mais les gens qui le vendent aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire que nous, on a repris effectivement tout un tas de data. Il y a 80% des data scientifiques qui sortent de laboratoires de haut niveau. On ne parle pas des laboratoires commerciaux cette fois-ci, qui ne sont pas à la hauteur des standards du jour, parce que ces standards évoluent en permanence. Donc on est sur une situation où on sait bien faire, mais peu le font. Et de toutes les manières, même quand on aurait un bon test, ce qui serait techniquement faisable aujourd'hui, on ne saurait pas quoi en faire. Alors, double raison pour penser qu'il y a des choses merveilleuses là-dedans, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait, d'où l'intérêt de la phase de recherche. Le deuxième point important, je pense que c'est important de dire ça pour tout le monde, c'est que oui, aujourd'hui, on a des profils qui sont associés à telle et telle pathologie, mais pour l'essentiel, on n'est pas tout à fait capable de dire quel est l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit qu'il y a des profils de microbiote qui sont associés à des profils métaboliques qui sont associés à des pathologies. Et c'est ça qui fait l'intérêt du sujet, bien évidemment. Mais on n'est pas du tout prêt à dire que si on corrigeait telle ou telle partie par telle ou telle technique du microbiote correction, qu'on peut imaginer, mais qu'on a encore besoin de démontrer comme efficace, on serait efficace sur l'intérêt en santé. Voilà, donc on est sur un sujet merveilleux, un sujet extraordinaire, un sujet fort, un sujet prometteur, mais on n'est pas dans une médecine actuelle, je veux dire, de tous les jours, en tout cas. En fait, on est plutôt dans les phases d'évaluation et de recherche. Si je peux compléter ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on sait que dans telle ou telle maladie, par exemple la maladie d'Alzheimer, l'obésité, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, on a une empreinte microbiotique, une composition du microbiote caractéristique. Ça, on le sait dans les laboratoires de pointe comme l'INRAE, et donc ça, on sait le faire. À partir de là, on sait par pathologie, dans certaines pathologies, il y a des probiotiques qui ont été étudiés sur des panels humains de dizaines ou centaines de personnes, et on a observé que tel probiotique pouvait fonctionner dans la diarrhée liée aux antibiotiques, ou dans la rectocolite hémorragique, certaines souches, ou contre le syndrome de l'intestin irritable. Ça, on sait faire, mais c'est encore
un nombre restreint de pathologies, si vous voulez. Mais ce n'est pas parce que on sait que dans telle pathologie, vous avez un microbiote d'un certain type, que quelqu'un qui viendrait comme ça faire un test pourrait avoir un résultat. Oui, c'est quelque chose qu'on peut encore standardiser. Voilà. Docteur Agnès Barraud, malgré ses limites, la demande explose, c'est un fait. Pour en revenir aux patients, est-ce que ça traduit aussi une évolution profonde de notre rapport à la santé ? Oui. Je pense que, en fait, les gens, il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles fonctionnels digestifs, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cause organique, ils vont chez le gastro-entérologue et on ne trouve pas de cause organique, et pourtant ils ont des problèmes de digestion, ils ont mal au ventre, et voilà. Et donc ils cherchent une réponse à ces problématiques. Oui, il y a eu toute une vague aussi à un moment, je ne sais pas si c'est encore tellement d'actualité, de personnes qui ne consommaient plus de gluten. Voilà. Ça c'est encore un autre exemple de certaines dérives. C'est pour ça qu'ils demandaient d'ailleurs souvent les IgG gluten. Je vous taquine un peu, mais oui, souvent il y avait quelque chose de là-dedans. Vous ne taquinez pas du tout, puisque si vous voulez, pour déterminer une intolérance au gluten, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut faire les IgG anti-transglutaminase, donc ça n'a absolument rien à voir. Les IgA, oui, mais pour la maladie cœliaque, c'était les IgA et transglutaminase, et là ça n'a rien à voir, c'est les IgG alimentaires, donc ça a vraiment rien à voir. Mais si vous voulez, un labo. Le problème, madame, c'est que les patients font confiance au laboratoire. Oui, mais en fait, attendez, je termine, si vous permettez. Ils font confiance au laboratoire, tout comme ils font confiance aux médecins. Ils considèrent que ce sont des professionnels de santé qui vont les aider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous vendez des dizaines et des dizaines de tests, non remboursés, bien sûr. Ils ne sont pas remboursés pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas validés par les autorités de tutelle, ni par les sociétés savantes. Je vous donne un contre-exemple. La calprotectine fécale, c'est un dosage dans les selles qui est très intéressant pour monitorer et diagnostiquer les maladies inflammatoires de l'intestin, type maladie de Crohn. C'était pas remboursé. Des dossiers ont été montés, aujourd'hui c'est remboursé. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand un test n'est pas remboursé pendant des années, c'est qu'obligatoirement, il n'a pas été validé. Docteur Barraud, vous avez 30 secondes pour répondre, et après on passe à la prochaine séquence. Désolée, oui. En fait, parfois, il y a des tests même comme le DPNI ou des choses qui n'ont rien à voir, mais qui ont mis des années à être remboursés, et pourtant, c'est des tests très efficaces. Là, on est sur... il y a des publications, pas sur les IgG alimentaires, c'est vraiment pas... Ça fait 40 ans que les labos les vendent, madame. Donc, Il y avait plus le mot... Je ne sais pas s'il y avait tant d'IgG. En tout cas, nous, c'est assez récent, voilà. Mais où on a une explosion de cette demande. Enfin, explosion entre guillemets. Oui, c'est quand même le signe de quelque chose de la part des patients. Et pareil pour le microbiote, il y a eu un gros engouement, on a moins de demandes maintenant, mais en fait, c'est pas nous, c'est pas les laboratoires. Je passe mon temps à dire que c'est bidon, donc. C'est pas les laboratoires en fait qui vont, c'est que en fait ils sont pris en charge par des médecins nutritionnistes ou des médecins ou des professionnels de santé qui leur conseillent dans leur démarche, voilà. Et voilà, nous on n'est pas, si on doit faire un conseil, parce que du coup on s'est formé en micronutrition, on est médecin, moi je suis médecin ou pharmacien. De toute façon, on n'a pas le temps. Mais madame, calez-vous sur les sociétés savantes et sur ce qui est validé. On se cale tout à fait sur les sociétés savantes. Non, on vient de vous le dire pour l'étude du microbiote fécal. Oui, mais nous, je vous dis que nous, on ne va pas proposer, on ne va pas leur... ne les vendez pas, puisque vous savez que c'est bidon. Nous, on répond à la demande des gens. S'ils veulent faire quelque chose, on le fait. Parce qu'en fait, ils sont aussi il y a des médecins nutritionnistes spécialisés, mais pas des gastro-entérologues, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans leur prise en charge de problèmes fonctionnels, ils ne sont pas pris en charge par des gastro-entérologues. Et dans leurs problèmes d'intolérance alimentaire et tout ça, ils ne demandent pas des IgG, ça c'est sûr. Parfois, ils demandent un microbiote pour une perte de diversité. Ils demandent d'autres, comme le LBP. Mais c'est un peu facile de voter en touche et de dire que c'est les médecins. Non, mais moi je vote. C'est l'heure du scan. Et on passe au scan avec Hervé. Et aujourd'hui, tu voudrais nous parler de pub. C'est ton métier d'ailleurs, non ? Oui, à la base, je suis publicitaire et médecin, et voilà. Et pour enchaîner, effectivement, dans la prévention, on parlait des bilans. Moi, je voudrais vous parler des bilans de certaines publicités que je vois qui luttent contre des fléaux de santé publique. On va tous être d'accord. Le tabac, c'est pas terrible d'un point de vue santé. Et depuis les années 90, on nous martèle différents slogans. Certains sont mieux que d'autres. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. C'est pas foufou, c'est musicalement intéressant. Mais néanmoins, le tabagisme a reculé de 5%. Alors 5%, vous direz, c'est pas beaucoup. 5%, 75 000 décès, ça fait 3 750 vies sauvées. Donc c'est pas mal, c'est pas inintéressant.
Alors, on a parlé du tabac, je vais parler de son ami, l'alcool. Hein, vous vous souvenez de la campagne mythique, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts, 1984. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, on s'en souvient tous, mémorisation extrêmement forte, mais la consommation est restée totalement stable. C'est pas de bol, 40 000 décès par an depuis des années. Ça ne baisse pas. Ce d'autant qu'un verre par jour, on sait très bien aussi que c'est pas spécialement bon. On est d'accord. On est à 3 verres. Voilà. Et alors, en 2023, Santé publique France s'est dit, bon, peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont lancé une autre campagne de communication. Et on voyait des gens qui faisaient la fête, comme on dit, au bureau, chez eux, machin. Ils avaient tous des verres d'alcool. Et tous disaient santé. Et la voix off disait, c'est paradoxal, l'alcool, ce n'est pas de la santé. Et donc, forte réaction, fureur du lobby des alcooliers, qui a sollicité une entrevue auprès du président de la République actuel. Eh bien, notre président a arrêté la campagne. C'est vrai ? Ouais, qui avait été votée et mise en place, ça ? là, 2023. Scandaleux. Incroyable, quoi. Le poids des alcooliers, enfin du lobby, quoi. Voilà. Donc, comme quoi, la prévention peut parfois rencontrer des considérations politiques. Et les campagnes pour une meilleure nutrition, elles marchent, non ? Alors, elle marche, oui, elle marche mieux, en tout cas. Mais, par exemple, manger, bouger. Alors, bouger, sur cet axe, on est mieux. Les Français ont doublé leur pratique sportive depuis 2001. Donc, c'est bien, on bouge plus, et maintenant, on est à peu près à 4 heures par jour. Bon, il y a encore des progrès à faire, mais voilà, donc ça, c'est bien. En parallèle, les 5 fruits et légumes par jour, pour moi, ça reste assez incantatoire, surtout quand on voit le prix des légumes frais sur les marchés. Il y a quand même des ménages qui ne peuvent pas se payer ça. Et ben, ils continuent à manger ce qu'ils ont. Et c'est l'alimentation de mauvaise qualité. Les frites de chez McDo, c'est des légumes. Hein. Alors, il y a une parade, c'est les légumineuses qui sont pas chères. Voilà. Mais c'est là-dessus très très riche en compliqué. fibres. Ouais. Alors, le dire 5 fruits et légumes, ce qui reste incantatoire, c'est vague. Les fruits, c'est quoi ? C'est des fraises, c'est hors de prix, quoi. Mais Voilà. c'est frais ou surgelé ou c'est pas forcément frais, hein, je Oui, crois. mais c'est pas si simple. C'est pas si Ouais, simple. Surgelé, c'est très bien. Hein. Ouais, Ça conserve c'est ça. les... Voilà. Et donc, on vitamines. se retrouve avec McDo qui dit j'aime ma vie, Coca-Cola qui nous promet des moments magiques. C'est pas facile dans cet univers. Voilà. Résultat, en tout cas, l'obésité a doublé en 25 ans. Aujourd'hui, un adulte sur 2 est en surpoids. Donc, ça n'a pas marché. Voilà. Et une campagne actuelle qui m'interpelle, j'ai un gastro-entérologue en face de moi, donc on va pouvoir voir ce que vous en pensez d'ailleurs tous les deux. C'est un des cancers les plus meurtriers, le cancer colorectal. 17 000 décès par an, je crois, quelque chose comme ça. Un tiers seulement des Français concernés se fait dépister et on leur dit « va chier ». Et moi, je suis un peu étonné de cette accroche de cette campagne. Parce qu'à 50 ans, on ne parle pas comme ça. Enfin, en tout cas, je vais dire chez moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je trouve ça curieux d'interpeller. C'est pas d'agresser les gens comme ça. Donc, moi, de ce que j'observe, c'est que le taux de dépistage est stable. Là, on nous rajoute des stars. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des personnalités. La plus connue est Franck Dubosc, qui prennent la pose sur des affiches et qui déclament « va chier ». Et pour conclure très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu voulais revenir sur une campagne qui a vraiment bien marché. Ah oui, les antibiotiques, c'est pas automatique, souvenez-vous. Franchement, en 2002, cette campagne, intéressante. Instantanément, moins 25% de prescriptions d'antibiotiques inutiles. Et c'est connu, tout le monde le sait. Voilà, moins 25%, et ça a duré des années. C'est un tout petit peu remonté, mais réellement, d'ailleurs, c'est encore un slogan dont on se souvient. Donc, comme quoi, pour faire le bilan, les publicitaires savent faire passer des messages. Le sujet, c'est de savoir lesquels on a envie d'entendre. Merci beaucoup Hervé, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Docteur Agnès Barraud, professeur Robert Benamouzig avec nous en visio. Et merci à vous, docteur William Bérébi. À très bientôt sur Be Smart for Change.